I've been assigned to go over the circumstances of your death with Doc, it's a masterpiece. I'm Nora Marks. I'm Tony Wilson. As soon as these people leave, I'm going to attack you. Why, Mr. Wilson, you dirty old man. There never was a struggle in the soul of a good man that wasn't hard. Arthur Hamilton, banquier new-yorkais d'âge mûr, mène une vie en apparence stable mais intérieurement vide. Sa relation avec sa femme est distante, figée dans la routine. Son quotidien, pourtant conforme aux standards du rêve américain bourgeois, est dénué de passion, d'envie, de sens. Un jour, il reçoit un appel téléphonique énigmatique de Charlie, un ami qu'il croyait mort. Charlie lui propose de rencontrer une mystérieuse organisation qui promet aux hommes comme lui une seconde vie. Celle-ci lui offre un marché terrifiant, simuler sa propre mort, changer complètement d'apparence grâce à une chirurgie esthétique avancée, obtenir une nouvelle identité et recommencer à zéro sous les traits d'un autre homme. Arthur hésite, mais la promesse d'une vie différente finit par le convaincre. Après avoir signé un contrat irrévocable, il subit une série d'opérations douloureuses et contraignantes. À son réveil, il est devenu Tony Wilson, artiste peintre vivant en Californie. Pourtant, des fissures apparaissent. Il se rend compte qu'il ne parvient pas à adopter cette nouvelle vie. Les conversations sonnent faux, les gestes sont contraints, les interactions sociales lui semblent artificielles. Plongé dans un profond malaise existentiel, Tony retourne à l'organisation et réclame une nouvelle transformation, une troisième vie. It's me again. Arthur? Arthur! Look, I don't know who you are, but... Charlie Evans. Stop saying that. Charlie Evans is dead. Now I want you to stop this or I'll be forced to call the police. Art, there are 2 trophies on the fireplace near the tennis team picture. Pick up the phone and walk over to them. John Frankenheimer naît à New York le 19 février 1930 d'un père allemand et d'une mère irlandaise catholique. Très tôt passionné par le sport, la mécanique et le théâtre, il se dirige d'abord vers une formation littéraire et artistique. Après avoir servi dans l'armée de l'air américaine pendant la guerre de Corée, il revient aux États-Unis et entre à la CBS en tant que réalisateur de direct à l'âge de 24 ans. C'est en 1957 qu'il tourne son premier long-métrage, Mon père c'est étranger, un drame psychologique sur le mal-être adolescent. Suivra Le temps du châtiment, première collaboration avec l'acteur Burt Lancaster, qui en comptera 4 de plus jusqu'en 1969, dont Le prisonnier d'Alcatraz, 7 jours en mai et Le train, grosse production internationale tournée en France. Et c'est un crime dans la tête, satire politique d'une violence rare sur le conditionnement mental, le macartisme et la guerre froide, qui le consacre. Frankenheimer y expose ses obsessions, le pouvoir, la manipulation, la folie systémique. Par la suite, exception faite de Grand Prix sorti en 1966, Frankenheimer subit plusieurs échecs commerciaux et critiques avec des films tels que Le pays de la violence, Les Cavaliers ou Refroidi à 99%. Le milieu des années 70 lui sera plus favorable avec la suite réussie de French Connection et surtout Black Sunday dont je vais parler prochainement. Malheureusement, la suite de sa carrière est assez inégale, allant du sympathique mais mineur Prophétie le monstre à l'énervé à armes égales, jusqu'aux excellents et trop peu connus Paiement Cash et Dead Bang. Vous entendez? Vous êtes viré de la police. Est-ce que vous entendez? Bye. Oui, j'entends, faudrait être sourd. Dégagez, restez pas dans mes jambes. Votre comportement irresponsable compromet notre carrière. Je vous parle, mon Dieu! J'enlève l'enquête, c'est clair?
Là, tu te fous le doigt dans l'œil. Pauvre con! Vous allez partir tout de suite, mec, c'est compris, vous allez vous en aller immédiatement! Je sais pas ce qu'il y a entre vous deux et je Immédiatement, je vous dis! régler ça ailleurs qu'ici! Vous n'êtes pas plus sur cette affaire! Les années 90 signent le déclin du réalisateur avec des films plus que moyens, que ce soit le remake de L'île du docteur Moreau, réputé non pas pour ses qualités artistiques, mais pour son tournage chaotique, même si Frankenheimer a été recruté au dernier moment, ou l'ennuyeux Ronin avec ses poursuites automobiles qui n'ont jamais réussi à me réveiller. John Frankenheimer meurt le 6 juillet 2002 à l'âge de 72 ans. Il laisse derrière lui une œuvre certes inégale, mais marquée par des sommets indiscutables de noirceur politique et d'expérimentation visuelle. Ses films les plus puissants, Un crime dans la tête, 7 jours en mai, Opération Diabolique et Black Sunday, sont toujours d'actualité, aussi bien sur le fond que dans la forme. Issu d'un milieu modeste, Roy Harold Scherer Jr. naît le 17 novembre 1925 dans la banlieue de Chicago. Mal dans sa peau, peu studieux mais fasciné par le cinéma, il développe une passion précoce pour les stars hollywoodiennes. C'est un agent artistique qui le prend sous son aile, lui choisit le nom de scène Rock Hudson et l'introduit dans les studios Universal. Hudson signe un contrat et fait quelques petites apparitions dans des films comme Winchester 73 d'Anthony Mann. Sa rencontre avec le réalisateur Douglas Sirk en 1952 est décisive puisqu'il accède au statut de célébrité grâce aux films qu'ils tourneront ensemble, parmi lesquels Taza, fils de Cochise, Le secret magnifique, Tout ce que le ciel permet, Écrit sur du vent. On le verra également aux côtés de James Dean et Elizabeth Taylor dans Géant de George Stevens, rôle qui lui vaut une nomination à l'Oscar en 1957, ou des comédies légères à succès avec Doris Day, avec laquelle il forme un duo populaire, Confidence sur l'oreiller, ou encore Un pyjama pour deux. À la fin des années 60, sa popularité commence à montrer des signes de faiblesse malgré des performances honorables dans le film d'Arthur Hiller Tobruk et Destination Zebra de John Sturges. Il se tourne alors vers la télévision où il rencontre un nouveau succès et apparaît seulement dans une poignée de longs métrages au cours des années 70 et 80, dont Avalanche et le film d'horreur Embryo. Durant toute sa carrière, Rock Hudson cache soigneusement son homosexualité, ce qui est alors inconciliable avec son image publique. En 1985, il révèle officiellement être atteint du sida et devient ainsi la première célébrité mondiale à annoncer sa séropositivité. À l'époque, cette maladie est taboue, mal connue et fortement stigmatisée. Sa mort en octobre 1985 à l'âge de 59 ans a un impact immense, contribuant à sensibiliser l'opinion publique et à briser les silences autour de la maladie. Resistless, our team sweeps goalward. With the fury of the blast, we'll fight for the name of Harvard till the last white line is passed. Truth is, I just stopped feeling love it. Oh. Simple. Oh. Wilson, what? Oh. Actrice et danseuse américaine, la belle Salomé Jens a surtout fait une grande carrière au théâtre et à la télévision et ne tournera qu'une petite vingtaine de films. La plupart d'entre eux n'ont jamais eu les honneurs d'une sortie en salle chez nous. An artist? Why should you understand? You spent your whole life being. You don't know anything about me, really. Yes, I do. It's all right there in your face. What is? Oh, now you're fishing. No. Seriously. À noter également la participation de deux acteurs bien connus du public français. Tout d'abord Murray Hamilton, qui interprète l'ami de Rock Hudson, et Richard Anderson, avant la pose de son complément capillaire pour les séries L'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie. Le film est une adaptation du roman Seconds de David Ely, publié en 1963.
Le livre, sombre et allégorique, explore l'aliénation identitaire et la société de consommation américaine. Frankenheimer, fasciné par le thème de la double vie et de la manipulation, acquiert rapidement les droits avec l'ambition d'en faire un thriller existentiel à mi-chemin entre le fantastique et le cauchemar paranoïaque. Produit par la Paramount, le film est considéré par le studio comme un pari artistique non commercial et bénéficie d'un budget modeste de 2,5 millions de dollars. Pour le rôle principal, Frankenheimer sollicite Kirk Douglas, puisque sa société est coproductrice du film, mais l'acteur est pris sur d'autres engagements. Puis Frankenheimer propose le rôle à Laurence Olivier, qui accepte. Cependant, la Paramount s'oppose à ce choix, estimant qu'Olivier n'était pas une star suffisamment connue à l'époque. Le nom de Rock Hudson est alors proposé par le studio. En effet, l'acteur souhaite élargir son répertoire, estimant avoir été catalogué en raison de son travail dans une série de comédies romantiques. D'abord hésitant, Frankenheimer finit par admettre que choisir une star hollywoodienne, réputée pour son image romantique, pour incarner un homme rongé par la solitude et la culpabilité, déstabiliserait le public. Rock Hudson, déterminé à prouver ses capacités dramatiques, accepte de se soumettre à une transformation physique et psychologique profonde. C'était l'un des types les plus sympathiques que j'ai jamais rencontrés. Il voulait vraiment faire ce film, mais il ne voulait le faire qu'en tant que second rôle. Il ne pensait pas pouvoir gérer les deux personnages. C'est donc John Randolph, un acteur de théâtre au visage grave, qui est engagé pour jouer Hudson plus âgé. Le tournage principal débute le 14 juin 1965, principalement à Malibu, où se déroule une grande partie du film, dont la scène de la soirée festive, qui a été tournée dans la propre maison du réalisateur. Des prises de vue supplémentaires ont également eu lieu de façon clandestine dans la gare de Grand Central à New York. Les intérieurs, quant à eux, ont été filmés au studio de la Paramount. Frankenheimer, perfectionniste autoritaire, pousse ses comédiens dans leur retranchement. Selon certaines sources, le tournage fut tendu, en particulier lors de la scène de l'orgie rituelle au vignoble, où Hudson fut particulièrement mal à l'aise. Cette scène a d'ailleurs été supprimée par le studio, j'en parle juste après. C'est James Wong-Ho, pionnier des techniques novatrices de la cinématographie en noir et blanc, et dont la carrière s'est étendue sur près de 5 décennies, qui officie au poste de chef opérateur. Il a travaillé avec des réalisateurs comme Sidney Pollack, Raoul Walsh ou Howard Hawks. Le flippant générique d'ouverture du film a été conçu par le génial Saul Bass. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'artiste, jetez un œil à la rétrospective que j'ai consacrée à son unique film, Phase 4. La Paramount a exigé que Frankenheimer coupe environ 7 minutes du film pour sa sortie aux États-Unis. Il s'agit de la longue séquence du piétinement du raisin lors de la fête à laquelle Arthur assiste avec Nora. Cette séquence, qui présente la nudité frontale des figurants, a été jugée trop controversée par le studio. L'Église catholique s'est opposée à la nudité, elle a donc été coupée. Mais cela a donné l'impression que le piétinement du raisin était une orgie. Ce n'était pas mon intention, c'était censé être une libération pour le personnage d'Arthur. Présenté au Festival de Cannes en mai 1966, Opération Diabolique est fraîchement accueillie. Les critiques européens ne comprennent pas sa noirceur abstraite. Aux États-Unis, il choque. Le public rejette ce film lugubre où Rock Hudson apparaît ravagé, presque méconnaissable. Easy does it. You'll be all right, son. La partition composée par Jerry Goldsmith est un élément clé du malaise diffus qui parcourt le film. Refusant les thèmes mélodiques traditionnels, Goldsmith opte pour une écriture atonale, minimaliste et expérimentale. Le générique d'ouverture, accompagné par des images déformées de sol basse, donne le ton. Orgue funèbre, cordes stridentes, motifs lancinants. Goldsmith traduit l'aliénation et l'angoisse existentielle du protagoniste par une musique fragmentée, presque clinique, qui annonce déjà ses futures explorations sonores dans la planète des singes. Les quelques passages intenses soit peu mélodiques sont associés au double visage Hamilton et Wilson.
avec un love theme d'une belle délicatesse et aussi d'une profonde mélancolie qui reflète parfaitement la solitude du personnage. Seconds a été édité en CD en 2009 via le label La La Land, accompagné d'une autre partition de Goldsmith. Le son n'était pas exceptionnel, avec des pistes uniquement en mono et parfois des dialogues. En 2022, l'éditeur espagnol Quartet Records a effectué une véritable restauration de cette bande originale du film, une redécouverte pour les fans du compositeur, mais ce n'est pas une musique qui s'écoute facilement en dehors des images. L'affiche française se distingue de l'américaine en montrant le visage de Rock Hudson en gros plan, ce que ne fait pas l'original alors que l'acteur est une véritable star aux États-Unis. L'affiche US préfère se focaliser sur une image choc avec cet objectif déformé qui est un peu la signature du film. Au passage, je ne félicite pas le distributeur français pour le choix du titre, qui aurait été bien plus adapté sur un James Bond ou une série B d'espionnage. L'affiche espagnole met surtout en avant le côté séduisant de Rock Hudson, même si l'acteur n'apparaît jamais dans cette posture détendue. L'allemande est peut-être la plus inquiétante et s'inspire d'une scène située dans le premier tiers du film. Enfin, la polonaise illustre à sa façon les thématiques du film en montrant deux visages du protagoniste, dont un caché derrière le titre. Sorti le 5 octobre 1966 aux États-Unis, Seconds est un terrible échec commercial et sera retiré rapidement des salles. À la fin de sa brève exploitation, il aura seulement cumulé 1,7 million de dollars. Chez nous, les chiffres sont tout aussi catastrophiques. Il est exploité dans les salles françaises le 8 mars 1967 et déplacera un peu plus de 20 000 spectateurs. Le film est présenté en sous-commission le 25 octobre 1966. Voici l'avis émis par les membres. Pour le représentant de la justice, à cause du thème, de l'atmosphère et d'un certain nombre de scènes impressionnantes ou choquantes pour de jeunes spectateurs, renvoie en plénière en ce qui concerne les mineurs de 13 ans. Pour le représentant de l'armée et celui de l'intérieur, avis conforme à celui de la justice. Pour le représentant de l'éducation nationale, film d'un climat délétère avec des scènes violentes, ces dernières difficilement soutenables, interdiction au moins de 13 ans. Pour le représentant de la santé publique, renvoi en commission plénière, proposition d'interdiction aux mineurs de 13 ans en raison de l'atmosphère pénible dans l'ensemble et de plusieurs scènes assez impressionnantes. Le film est donc renvoyé en plénière avec une décision finale qui va dans le sens de la sous-commission. J'ai l'honneur de vous faire connaître que la commission de contrôle des films cinématographiques, après avoir examiné cette production le 19 octobre en sous-commission et le 25 octobre en séance plénière, a émis un avis favorable à son exploitation, sous réserve de l'interdiction aux mineurs de moins de 13 ans. Cette mesure d'interdiction partielle est proposée en raison de l'atmosphère du film et d'un certain nombre de scènes impressionnantes ou choquantes pour de jeunes spectateurs. À ce jour, le film reste interdit aux moins de 12 ans. Now, there is a problem that the circumstances of your death must be simple. Well, a simple accident, strangely enough, is costly, Mr. Wilson. The trick lies in obliterating just so much and no more, so that an identification still can be made based on, as I say, general dimensions, plus a credible sequence of... Seconds, que je préfère au titre français, est une découverte cinématographique récente. Je ne connaissais que la musique de Goldsmith, et comme souvent chez ces grands compositeurs, elle m'a donné envie de découvrir le film. En 1965, le cinéma américain est en pleine mutation, tiraillé entre l'ancien système des studios et l'émergence d'un cinéma plus audacieux, psychologiquement instable, visuellement inventif. Seconds est certainement l'une des œuvres les plus radicales de cette période, et il le paiera cher. Le film de Frankenheimer, dont le point de départ fait inévitablement penser à The Game de David Fincher, est d'abord une fable noire sur le mirage de la seconde chance.
Arthur Hamilton, homme sans histoire, est précisément ce que la société de consommation des années 60 vénère. Un modèle de stabilité, de réussite et d'adaptation sociale. Pourtant, derrière la façade respectable, c'est le vide. Il n'aime plus sa femme, son travail ne lui dit plus rien, il erre dans une existence atone. Frankenheimer et son scénariste Lewis John Carlino mettent en lumière cette aliénation typique de la classe moyenne américaine où l'individu, broyé par les attentes sociales, finit par s'effacer au profit de son rôle. L'organisation secrète devient alors le prolongement logique de ce système. Elle vend un rêve fabriqué sur mesure, une existence fictive pour un client désincarné. Il ne s'agit plus de vivre mais de jouer à vivre. On ne propose pas une libération mais une nouvelle mise en scène de soi, plus séduisante, plus conforme à l'idéologie de l'épanouissement individuel, mais toujours aussi vide. Le changement d'identité d'Arthur Hamilton, devenu Tony Wilson, cristallise l'une des grandes angoisses modernes. Peut-on tout recommencer à zéro sans emporter avec soi ses failles, ses refoulements, ses regrets? Le film répond par la négative. La vie de Tony n'est pas un nouveau départ, mais une impasse. Le protagoniste n'habite jamais son nouveau corps. Rock Hudson, lui-même star prisonnière de son image, incarne à la perfection cette dissonance. L'identité est une fiction imposée, vendue, construite à partir de clichés sociaux, le peintre bohème en bord de mer, l'amour libre, le retour à la nature, mais tout sonne faux, car l'organisation ne vend pas une liberté, elle fabrique une nouvelle prison. Le cœur du scénario repose sur une contradiction tragique. Le personnage principal est persuadé de faire des choix alors qu'il n'en fait aucun. Chaque étape de sa libération est conditionnée, encadrée, orchestrée par une entité invisible mais toute puissante. Cette mécanique du récit est implacable. Plus Tony tente de reprendre le contrôle, plus il s'enfonce. C'est la loi cynique de l'entreprise, tout est jetable, y compris les existences. Le libre arbitre est un mythe, l'individu est devenu une variable d'ajustement dans une machine à fabriquer des vies de rechange. Il faut le dire clairement, ce film ne serait pas ce qu'il est sans l'incontestable talent de Frankenheimer et la caméra inquisitrice du directeur de la photographie. Le noir et blanc est d'une violence graphique implacable, il est clinique, presque chirurgical. L'utilisation du grand angle déformant, les contre-plongées aberrantes, les cadres désaxés, les visages écrasés sous des perspectives infernales, tout dans l'image est fait pour disloquer le spectateur, le priver de repères, le faire entrer dans une dimension où le regard ne peut plus se fier à rien. Contrairement à d'autres œuvres de science-fiction contemporaines, Seconds ne propose aucune échappatoire. Le film ne croit ni au progrès technologique, ni au rêve américain, ni même à l'individu. La fin d'un fatalisme glaçant boucle la boucle. Le corps du héros est recyclé, broyé au service d'un autre. L'organisation, quant à elle, continue son œuvre en toute impunité. Le système est parfait car il est sans visage. Seconds est un cauchemar filmé à la pointe d'un scalpel, un film qui dérange, qui glace, qui ne cherche jamais à rassurer. C'est une mise à mort du rêve américain, du libre arbitre, de l'individualité. Dans une époque où tout s'achète, visage, identité, existence, Seconds rappelle que la seule chose que l'on ne peut troquer, c'est ce que l'on est. Why are you all staring at me like that? Hey, John. Hey, John. Why are they? Hey, John. Hey, John. Why are they staring at me like that? They know. They know what? They're like you. Il aura fallu attendre 2013 pour voir apparaître un Blu-ray grâce au célèbre éditeur américain Criterion, qui a opéré une restauration fort réussie en 2K à partir d'un scan 4K du négatif original. Chez nous, le film est sorti en DVD et en Blu-ray il y a seulement quelques mois. J'ai envie de dire, il était temps. C'est la société Sidonis qui a pris en charge l'édition Blu-ray en reprenant le master de Criterion avec son image de très bonne facture pour une œuvre tournée il y a 60 ans. Très peu de défauts, un noir et blanc contrasté, bref, une édition idéale pour découvrir le film dans les meilleures conditions. Excuse me, I don't believe I know you. It's me, buddy.
Dalis Eternis. Charlie. You're Charlie. Guess I am, old buddy. What are you doing here? Same as yourself. Waiting. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la rétrospective de ce film inclassable d'un réalisateur un peu trop vite oublié. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. À bientôt, bye bye.